Donc, merci à vous d'être présents aujourd'hui pour participer à ce webinaire qui porte sur le thème de l'éco-conception et plus particulièrement donc destiné à présenter la démarche d'éco-conception qui est une démarche créative, source d'innovation et de différenciation et qui constitue donc une approche positive de l'environnement, mais aussi pour les entreprises un levier de création de valeur. Donc, pour commencer, je me présente. Je suis Stéphane Moutard, donc ingénieur chargé de valorisation chez Novachim. Novachim, c'est le cluster des entreprises de la filière chimie et matériaux en région sud, Provence-Alpes-Côte d'Azur. Et la mission de Novachim, c'est d'assurer le développement économique et la durabilité intrinsèque des entreprises de la filière à travers l'innovation, le développement des compétences et la maîtrise des réglementations. Donc avant de démarrer ce webinaire, juste je vous donne deux, trois informations générales que Florian vient de vous dire. C'est que le support de présentation sera donc envoyé à la suite de cette session. Nous essaierons aussi de mettre rapidement en ligne le replay du webinaire, donc qui devrait être accessible sur notre site internet, sur le site internet de Novachim. Voilà, et comme nous sommes nombreux, les micros seront coupés pendant la présentation. Donc la slide suivante, Florian, s'il te plaît. Donc, le webinaire d'aujourd'hui vous est présenté dans le cadre du programme ESICEM, donc qui est le parcours d'accompagnement en éco-conception industrielle des entreprises de la filière chimie et matériaux, donc en région sud, Provence-Alpes-Côte d'Azur. Donc, ce programme ESICEM est porté par Novachim avec le soutien de la région sud, Provence-Alpes-Côte d'Azur, et de l'ADEME en région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Et donc se fait en collaboration, en partenariat avec le pôle éco-conception, qui est le Centre national sur l'éco-conception et la performance cycle de vie basé à Saint-Étienne et dont l'expertise dans le domaine est reconnue au niveau national et international. Donc je vous reparlerai en fin de webinaire de ce programme ESICEM. Slide suivante, s'il te plaît, Florian. Donc pour animer ce webinaire, je vais laisser maintenant la parole à Florian Ribeiro, qui est ingénieur conseil éco-conception au pôle éco-conception performance du cycle de vie, et qui est accompagné de Marie Cussol, alors que je vais peut-être laisser se présenter, Marie. Oui, bonjour à tous. Donc, je suis en effet une collègue de Florian Ribeiro également, ingénieur conseil au pôle éco-conception également, et je suis particulièrement même en charge du programme éco-conception en région Occitanie, donc interlocutrice principale pour toutes les entreprises qui chercheraient à mettre en place ou à commencer la mise en place d'un projet d'éco-conception en Occitanie en particulier, et du coup j'accompagnerai Florian pour ce webinaire aujourd'hui. Merci Marie. Donc à la fin de cette présentation, j'interviendrai pour présenter le programme ESICEM. Puis ensuite, Anne-Marie Fruteau-Delaclos, donc coordinatrice acteurs et activités économiques et référente sur les thématiques de l'écologie industrielle territoriale, de l'économie de la fonctionnalité, de l'éco-conception, de l'économie circulaire et de la RSE développement durable à l'ADEME en Provence-Alpes-Côte d'Azur, clôturera le webinaire pour présenter les actions d'accompagnement de l'ADEME en région en faveur de la démarche d'éco-conception pour les entreprises. Et nous finirons par un temps d'échange pour répondre aux questions. Donc, je laisse la parole maintenant à Florian Ribeiro pour nous parler de l'intérêt d'éco-concevoir pour créer de la valeur. Merci Stéphane. Donc comme Stéphane vous l'a dit, Marie et moi on travaille au pôle éco-conception, donc centre de ressources nationales sur cette thématique, et donc je vais vous présenter un peu plus précisément ce que c'est que l'éco-conception et vous parler un petit peu des retours économiques et de la démarche d'éco-conception. Donc pendant cette présentation, pour toutes les questions, vous avez deux possibilités: soit demander la parole avec le bouton main levée que vous voyez sur la slide, soit rédiger votre question dans le chat. Et comme l'a dit Stéphane, on dédiera un temps d'échange à la fin du webinaire pour échanger et pour répondre à vos questions. Donc l'éco-conception, c'est déjà une définition. Donc c'est une approche méthodique qui prend en considération les aspects environnementaux dans le processus de conception
et de développement dans le but de réduire les impacts environnementaux négatifs tout au long du cycle de vie d'un produit ou d'un service. Donc, c'est une approche produit différente d'une approche organisme, c'est-à-dire qu'on va regarder un produit dans sa globalité et non pas un organisme comme on pouvait le faire dans les anciennes versions des systèmes de management environnementaux où on regardait un petit peu à l'intérieur des murs d'une usine et ce qui se passait un petit peu autour de tout ça et on essayait de réduire les impacts environnementaux. On va pas faire ça là, on va parler plutôt d'une vision produit. Donc ces deux visions sont vraiment différentes mais complémentaires. La vision produit, mais pas que. Une vision produit sur l'ensemble du cycle de vie de ce produit, c'est-à-dire multi-étapes. Et on va donc regarder de l'extraction des matières premières en passant par la fabrication, le transport, l'usage et la fin de vie de ce produit. Et on va réfléchir à tout ça et à minimiser les impacts environnementaux dès la phase amont, c'est-à-dire dès la phase de conception, de réflexion sur ce produit ou service. C'est une approche, donc, cycle de vie, comme je viens de le dire juste avant, mais pas que. C'est aussi une approche multicritère, c'est-à-dire qu'on va regarder les différents critères environnementaux qui sont affichés sur cette slide. Donc, le plus connu, l'effet de serre, par exemple. Donc, on va essayer de minimiser les impacts liés aux émissions de gaz à effet de serre, mais on va aussi essayer de limiter l'acidification des milieux aquatiques, les diverses toxicités, la consommation d'énergie renouvelable, etc., etc. Donc, on va avoir une vision globale sur plusieurs critères environnementaux pour voir tous les sujets et pour éviter quand même de passer à côté d'un sujet qui serait très important d'un point de vue environnemental. On va avoir donc cette approche multi-étapes sur l'ensemble du cycle de vie et multi-critères, tout en évitant les transferts d'impact environnementaux. Les transferts d'impact environnementaux d'une étape du cycle de vie à une autre. Donc, par exemple, si je veux éco-concevoir un véhicule essence ou diesel et que je suis amené à créer un véhicule hybride, tout le monde est conscient qu'on va agir et réduire l'impact environnemental de la phase d'utilisation. Donc, il y aura moins d'émissions de CO2. Mais par contre, on va produire un véhicule avec tout un tas de mécanismes, tout un tas de composants électroniques et électriques qui vont complexifier le véhicule et qui vont engendrer un impact supérieur en phase de fabrication pour les batteries, les moteurs électriques, mais aussi en fin de vie pour traiter ces composants électriques. Donc, il va falloir éviter et surtout maîtriser ces transferts d'impact d'une étape du cycle de vie à une autre, mais aussi d'un critère d'impact à un autre. Et par exemple, on va essayer de réduire les émissions de CO2. Il va falloir faire attention qu'en réduisant ces émissions de CO2, on n'a pas augmenté l'écotoxicité ou la consommation d'énergie non renouvelable d'un autre côté. Donc, voilà pourquoi on garde vraiment cette approche globale pour voir un peu tous les enjeux, tous les impacts environnementaux sur l'ensemble du cycle de vie. Une fois que vous avez compris ça, vous connaissez un petit peu les bases d'un point de vue environnemental, hein, c'est vraiment la base, hein, et il va falloir quand même aller un petit peu plus loin. Parce que d'un côté, vous aurez une vision sur l'environnement, donc vous allez essayer de faire un produit qui ait le moins d'impact environnemental, mais si vous faites seulement ça, il y a de grandes chances que votre projet soit un échec. Il va falloir faire des compromis et donc pas forcément essayer de faire le produit le plus vert qui existe au monde, mais faire peut-être un produit un petit peu moins vert, mais qui va remplacer un autre sur le marché. Et donc, il va falloir faire des compromis entre environnement et toutes les autres contraintes ordinaires d'un projet de conception. Et donc, respecter le cahier des charges, éviter des transferts d'impact,
faire des transferts d'impact contrôlés, étudier la faisabilité technique du produit, regarder les aspects marketing, voir l'acceptabilité d'un point de vue client. Donc, il va falloir contrebalancer tout ce que vous allez déterminer d'un point de vue environnemental par rapport à toutes les autres contraintes ordinaires d'un projet de conception. Et tout ça, pour mettre en place tout ça, on vous propose donc de le faire en 6 étapes. De la première étape, donc le choix du produit, jusqu'à la mise sur le marché et la communication environnementale. Et donc, je reviendrai dessus juste après. Juste après, un petit point sur les différents retours économiques que l'on a sur l'éco-conception. Je vous propose ces retours économiques parce que c'est intéressant pour connaître les premières clés de réussite d'un projet d'éco-conception, parce qu'à travers cette analyse, on peut voir qu'est-ce qui est intéressant et qu'est-ce que va nous permettre la réalisation d'un projet d'éco-conception. Donc, le pôle éco-conception dans lequel je travaille a produit en collaboration avec des statisticiens des études sur les retours économiques de l'éco-conception. Donc, une étude qui est parue en 2008 et une autre en 2014. Et lorsqu'on regarde cette étude de 2008, et donc qui a été réalisée sur 30 entreprises, et lorsqu'on regarde les 11 cas les plus rentables, on s'aperçoit que donc pour les 11 cas les plus rentables, 10 des 11 entreprises qui sont les plus rentables ont travaillé sur une réduction des coûts en matières premières. C'est souvent le premier axe, par là où on commence le projet d'éco-conception. Ça permet d'améliorer ses marges, de réduire ses coûts et de travailler peut-être sur les autres étapes du cycle de vie. Donc, c'est souvent par là où on commence le projet, l'étape de matières premières et donc de réduction de coûts. Dans ces 11 cas les plus rentables, il y a seulement 5 entreprises sur 11 qui ont réalisé des analyses de cycle de vie, donc ACV, c'est-à-dire une quantification des impacts environnementaux sur l'ensemble du cycle de vie du produit. En fait, c'est pas tant l'ACV qui est pertinente dans la réalisation d'un projet d'éco-conception, c'est vraiment la structuration de la démarche pour avoir au final un produit le plus crédible et le plus facile à vendre sur le marché à la fin du projet d'éco-conception. Donc, il est important de se structurer. Seulement 2 des 11 entreprises les plus rentables ont suivi les normes ou les écolabels. Pas besoin d'explication, les chiffres parlent d'eux-mêmes. Et ce sont essentiellement des PME en B2B qui font partie de ces 11 cas les plus rentables. Donc des PME parce qu'on est agile de manière générale quand on est une PME. Il y a des manières d'agir lorsqu'on a un grand groupe pour avoir une certaine agilité qui se rapproche de celle d'une PME. Ça, c'est aussi possible, mais en tout cas, c'est ça qu'il faut retenir de ce chiffre. Et donc, des PME en B2B, parce qu'en B2B, on a un temps d'échange de manière générale qui est bien supérieur, un temps de communication qui est bien supérieur à celui du B2C. Donc, ça va être plus simple de mettre en avant les avantages environnementaux d'un produit lorsqu'on essaiera de le vendre en B2B. Donc, la première étude, c'était celle de 2008. Maintenant, dans celle de 2014, et je reviendrai un petit peu sur celle de 2008, je ferai quelques allers-retours. L'étude de 2014, lorsqu'on pose la question aux entreprises, quelle est la motivation qui vous a poussé, qui vous a aidé à mettre en place l'éco-conception? On a à 74% comme réponse que ce sont les convictions personnelles du dirigeant qui ont poussé l'entreprise à faire de l'éco-conception. En second point, on a l'anticipation de futures réglementations, la recherche de nouveaux marchés ou la recherche d'économies. Et en troisième point, on a la recherche de nouveaux marchés. L'étude de 2008
on avait à peu près les mêmes résultats. Donc, sur les 30 entreprises, on avait 17 entreprises qui nous répondaient. La motivation, c'est l'initiative du dirigeant. 9 entreprises qui disaient c'était le marché, c'est le marché qui nous pousse à faire l'éco-conception, et, etc., etc. Donc, ces deux études sont plutôt, vont dans le même sens. Et si on réfléchit un petit peu, qu'est-ce qui peut ressortir? Pourquoi les convictions personnelles du dirigeant? On peut être amené à se dire, le dirigeant se positionne un petit peu comme un super-héros. C'est lui qui porte l'entreprise et qui a des convictions personnelles pour l'environnement. Et donc, il veut que cette entreprise soit plus verte. Si on pousse encore plus la réflexion, on se dit que c'est peut-être pas tout à fait ça. Et lorsqu'on questionne le dirigeant, de manière générale, on a une réponse qui est celle-ci. Le dirigeant, c'est pas forcément un super-héros pour la planète, mais il est en recherche d'opportunités pour l'entreprise et pour la pérenniser. Et donc, en fait, dans ces questions, on se rend compte que c'est souvent que le dirigeant n'est pas forcément celui qui initie l'éco-conception, mais en tout cas qui a une vision des opportunités pour l'entreprise et de comment la pérenniser. Mais cette vision, elle peut être apportée par d'autres services dans l'entreprise. Et surtout, ce qu'il faut retenir de tout ça, c'est qu'il faut que le dirigeant soit moteur et que c'est lui qui va pousser et qui va être vraiment moteur dans la démarche d'éco-conception dans l'entreprise. Et s'il n'est pas intégré dans la démarche, ça va être compliqué de mettre en place de l'éco-conception. Si on continue sur cette étude de 2014, on voit que ce sont toutes les étapes du cycle de vie qui sont travaillées dans les projets d'éco-conception, avec en priorité les matières premières. Donc, comme je l'avais dit avant, les matières premières pour augmenter, pour réduire les coûts de fabrication. L'étude de 2008 nous ressort à peu près les mêmes résultats. Donc, les entreprises travaillent en majorité sur les matières premières, mais travaillent aussi sur l'ensemble des étapes du cycle de vie. Pour prendre quelques exemples, voilà une machine à palper rouler qui a été produite avec un prix inférieur par rapport à l'ancienne machine et l'entreprise n'a pas décidé de faire de communication environnementale sur son produit. Donc, c'est un produit qui est utilisé dans les instituts de manière générale qui font du palper rouler. Donc, cette nouvelle machine a permis à l'entreprise d'obtenir des nouveaux clients et des clients de remplacement. Cette nouvelle machine a un volume et une masse 2 fois inférieure à l'ancien produit et une puissance absorbée 5 fois inférieure. Et la différenciation s'est faite sur un prix, sur une performance et non pas d'un point de vue environnemental. Donc, une démarche d'éco-conception ne mène pas forcément à une communication environnementale, mais peut-être une communication sur un prix performance ou sur autre chose. Et donc, voilà un peu les retours qu'il peut y avoir derrière un projet d'éco-conception. Si je prends ce deuxième produit, donc une entreprise qui s'appelle Lumec et qui a, pour la petite histoire, eu des problèmes sur son premier produit, donc son premier lampadaire. Et il y avait une association qui passait chez tous les clients de cette entreprise et qui faisait une mauvaise pub pour cette entreprise parce que les lampadaires éclairent le ciel la nuit et ça empêche de bien voir les étoiles. Donc du coup, l'entreprise s'est rendue compte de ça et s'est rapprochée de cette association qui faisait une mauvaise publicité. Et avec cette association, ils ont développé une solution innovante qui a été brevetée. Ils ont développé une nouvelle activité de conseil pour éviter les pollutions des ciels la nuit. Et ils ont amélioré leur image avec une étude marketing à l'appui qui met en avant le fait que l'entreprise est reconnue comme entreprise soucieuse de l'environnement. Donc, il y a plusieurs retours économiques, retours de manière générale possibles lorsqu'on met en place de l'éco-conception. S'il faudrait peser
les efforts d'éco-conception en analysant un petit peu ses retours économiques. Il faudrait mettre davantage d'efforts d'éco-conception sur la phase d'usage parce qu'il va permettre de créer des gains clients et un argumentaire client. Un petit peu moins d'efforts sur les phases d'extraction des matières premières, fabrication, transport, parce que ce sera des gains surtout pour l'entreprise et pas forcément pour le client final. Et un petit peu moins d'efforts sur la fin de vie parce que ce sera seulement les gains pour les recyclables. Donc ça, c'est totalement théorique. Il faut challenger ça par rapport où se situent les vrais impacts environnementaux. Et voilà, d'un point de vue théorique, par rapport aux clés de succès qu'on a vues avant, c'est comme ça qu'il faudrait peser les efforts d'éco-conception. Au-delà de l'économique, 86% des entreprises ont constaté une amélioration de l'image et de la notoriété de l'entreprise. 41% des entreprises ont constaté une augmentation de la motivation ou de la fierté des employés et 36% une meilleure relation avec les clients, etc., etc. Donc, vous aurez cette slide, ces éléments, et vous pouvez voir un petit peu qu'est-ce qui se cache derrière ces projets d'éco-conception. Quels sont les retours de ces projets d'éco-conception? Pour synthétiser, l'éco-conception peut être une approche rentable, surtout lorsqu'on travaille sur l'usage. Il faut que le dirigeant soit moteur. Ce sont les entreprises, les PME en B2B qui ont le plus de réactivité et de marge de conception. Et l'environnement peut être un moteur d'innovation pour améliorer les produits. Donc, pour illustrer un petit peu plus ce qu'est l'éco-conception, je vous présente quelques exemples de produits éco-conçus, donc plus ou moins éco-conçus avec un niveau de développement plus ou moins important. Donc voici d'abord un produit qui nettoie, dérougit et détasse les cuves inox pour la vinification. Donc c'est un produit qui a été développé et qui permet une diminution d'au moins 20% des quantités d'eau de rinçage utilisées dans les protocoles établis pour nettoyer, dérougir et détartrer ces cuves inox. C'est un produit qui est plus efficace quelle que soit la dureté de l'eau et qui est utilisable pour la création, pour le développement de vins avec la position du label agriculture biologique. Donc voilà un premier exemple. Donc un produit qui n'a pas été grandement changé, mais qui permet des gains, des réductions d'impact environnementaux sur la phase d'utilisation du produit. Voici un second produit où là l'entreprise a carrément créé, a changé le process de fabrication. Donc au lieu de fabriquer du lave-glace, l'entreprise a fabriqué une pastille qui, lorsqu'on ajoute 5 litres d'eau et qu'on mélange tout ça dans un bidon, permet de fabriquer du lave-glace. Donc là, ça a nécessité vraiment de changer le process de fabrication et d'avoir un travail bien plus important. Ça a permis de réduire les impacts de transport, ça a permis d'optimiser toute la logistique, ça a permis de substituer les eaux qui sont habituellement chargées en alcool et en glycol par des eaux ordinaires. Et donc voilà, ça a demandé vraiment un changement plus important. Donc pour vous lancer dans un projet d'éco-conception, je vous propose, moi, dans un premier temps, d'abord de faire cet Eco-Design Maturity Meter et donc de faire une analyse de vos connaissances des enjeux, du leadership et de l'intégration stratégique de l'environnement dans votre entreprise, de mise en œuvre et d'organisation opérationnelle et de performance atteinte et attendue de votre entreprise. Donc, vous suivez toute cette analyse
qui se fait en 10 minutes. C'est assez simple à mettre en application. Et vous verrez un petit peu où est-ce que vous vous positionnez par rapport à d'autres entreprises. Donc, vous pourrez voir votre positionnement par rapport à d'autres entreprises grâce à cet outil. Et vous pourrez voir là où vous n'aurez pas tous les points, ce sera des axes d'amélioration et des axes de travail pour vos projets d'éco-conception. Donc, c'est un outil qu'on a développé avec des partenaires nationaux comme l'ADEME, avec des partenaires internationaux comme l'ENEC, et donc au pôle éco-conception, avec l'EA aussi et l'EIGVD. Donc, on s'est entouré de partenaires pour créer un outil qui soit utilisable à l'échelle européenne. Donc, vous pouvez faire ça dans un premier temps. Et ensuite, moi, je vous propose un descriptif de ce que pourrait dire l'éco-conception, des différentes étapes d'éco-conception pour les futurs projets que vous souhaiteriez mettre en place. Donc, lorsqu'on veut mettre en place un projet d'éco-conception, avant tout, de manière générale, il va falloir cadrer la démarche et identifier les enjeux pour l'entreprise en choisissant un produit. Donc, on va pouvoir choisir un produit selon différents axes. On pourra choisir un produit parce qu'il offre le plus de marge de conception, parce qu'il est en fin de vie marketing, parce qu'il y a les demandes clients, parce que c'est le plus complexe. Donc, du coup, il y aura beaucoup d'axes d'amélioration, ou au contraire, le plus simple, parce que pour nous, pour l'entreprise, c'est plus facile à mettre en place. Et il faudra choisir soit le produit qui a le plus gros volume de vente, parce que on est plutôt confiant et qu'on veut des retours sur cette démarche, ou alors on va plutôt attaquer un produit qui sera un faible volume de vente pour initier une première démarche et ensuite démultiplier. Donc il y aura tout un tas de choix stratégiques possibles. D'une part, il est intéressant dans un premier temps de faire une segmentation de votre activité, donc de répertorier les différents produits par secteur et par marché, pour faire comme ça cette segmentation, et d'ensuite analyser ces segments en fonction du chiffre d'affaires par an, du nombre d'unités vendues par an, des tendances d'évolution, des marges, des attentes, des différentes pressions vis-à-vis de l'environnement, des différentes parties prenantes. Et donc comme ça, vous pourrez faire une analyse et choisir un produit qui serait le plus pertinent pour vous d'éco-concevoir. Ensuite, vous pourrez déterminer, donc une fois que vous avez choisi le produit, il faudra déterminer jusqu'où vous allez pousser l'éco-conception et donc faire un bilan capacité versus opportunité lié à ce produit que vous souhaitez éco-concevoir. Et donc pour ça, je vous propose ce tableau et de commencer à réfléchir là-dessus. Et donc d'un point de vue opportunité, vous pourrez dans un premier temps analyser les opportunités liées au marché. Est-ce qu'il y a des opportunités de fidélisation, de satisfaction, de pénétration de marché, de regarder les opportunités liées au contexte. Est-ce qu'il y a des actualités, des pressions médiatiques liées à l'environnement et liées aux produits qui donneraient, qui diraient qu'il faut faire absolument de l'éco-conception parce qu'on a des pressions. Est-ce que les clients sont attentifs au coût global? Parce que lorsque vous allez faire des projets d'éco-conception, vous allez être souvent amené à réfléchir sur le coût global du produit. Et si le client n'est pas attentif, ça va être très compliqué de lui communiquer. De regarder d'un point de vue de la concurrence, est-ce que vous avez des opportunités de vous positionner, de voir d'un point de vue réglementation existante qui vont arriver à moyen, long terme. Est-ce que vous avez des opportunités d'anticiper cette future réglementation? Est-ce que les sous-traitants sont force d'innovation? Est-ce qu'ils ont une capacité eux-mêmes à mettre en place l'éco-conception? Et donc là, par exemple, j'ai justement une entreprise du secteur de la chimie et plutôt même pharmaceutique qui avait
du mal, qui avait pas beaucoup de marge de manœuvre sur son produit. Et donc, du coup, pour elle, l'éco-conception, ça a été de mettre autour de la table tous ces sous-traitants qui travaillaient sur la partie packaging et que l'entreprise, elle, ne maîtrisait pas du tout. Et du coup, tous les sous-traitants sont mis autour de la table et ont essayé de réfléchir ensemble à éco-concevoir ce packaging. Et donc, ils sont servis de la force d'innovation des sous-traitants pour aller vers un packaging éco-conçu. Il y aura possibilité de se différencier par rapport à la concurrence, de se diversifier, de réduire les coûts, d'améliorer l'image et la notoriété de l'entreprise, de voir si en interne vous avez des motivations de vos équipes et donc de fédérer les équipes, de maîtriser le risque et peut-être d'écarter des fabricants, des fournisseurs qui seraient trop risqués d'un point de vue environnemental. Donc, vous pourrez faire d'abord le bilan opportunité et ensuite le bilan capacité, donc c'est-à-dire en interne, est-ce que de faire une analyse en interne de votre politique, est-ce que les enjeux stratégiques sont déterminés d'un point de vue environnemental et est-ce que, par exemple, la direction est moteur, est-ce que la démarche est suivie dans l'entreprise, de regarder d'un point de vue marketing, si vous connaissez bien les attentes du marché et les perceptions des clients, d'un point de vue interne, si vous possédez les connaissances, les compétences d'un point de vue bureau d'études et R&D pour mettre en place de l'éco-conception, de voir si d'un point de vue achat, vous avez des équipes qui questionnent déjà les entreprises ou qui sont capables de questionner les fournisseurs, de voir si d'un point de vue d'un point de vue projet, vous êtes apte et vous avez l'habitude de conduire des projets de conception et donc vous pourriez conduire des projets d'éco-conception, de voir d'un point de vue maîtrise de la conception, moyens disponibles, d'un point de vue pratique de la veille, d'un point de vue réglementation, si vous respectez, si vous connaissez déjà l'ensemble des réglementations applicables à votre produit, à votre offre. Et donc, de manière générale, vous pourrez voir comme ça, en faisant ce bilan capacité et opportunité, jusqu'où vous allez vous engager dans votre projet d'éco-conception. Donc, c'est sur cette étape que j'ai voulu faire un focus. Les autres, je vais les passer très vite maintenant. Donc, c'est une étape très stratégique qui vous aidera vraiment à réussir votre projet d'éco-conception. C'est vraiment cette première étape que je viens de vous présenter. Ensuite, il faudra faire une évaluation environnementale d'une situation de référence. Et donc, il existe des outils d'évaluation environnementale de type analyse de cycle de vie ou évaluation environnementale simplifiée qui vont vous permettre de quantifier les impacts environnementaux de votre produit et de déterminer sur quoi est-ce que vous allez travailler. Ensuite, il faudra rechercher des pistes d'éco-conception et donc là, ça sera un peu plus une étape de créativité. Il faudra apporter des idées d'amélioration et d'éco-conception pour votre produit. Ensuite, pour cette étape, pour cette étape, il est possible de se servir d'outils comme les guides, les normes, les écolabels. Il existe des écolabels liés aux produits chimiques, donc de manière générale, sur les savons, les lubrifiants ou autres, d'utiliser des checklists, et je vais vous en présenter une tout de suite après, d'utiliser les listes de substances comme REACH ou autres pour vous donner des idées et des axes de réduction, d'éco-conception pour votre produit. Vous avez des outils qui vous donneront plutôt des axes d'amélioration qui sont ceux que j'ai entourés sur ce graphique. Et donc, par exemple, il existe la roue des stratégies d'éco-conception qui vous donne des stratégies d'éco-conception sur l'ensemble du cycle de vie. Et donc, vous pouvez dérouler toutes ces stratégies et essayer de voir lesquelles seraient les plus appropriées pour vos produits. Et dans le secteur de la chimie, il existe plus particulièrement les 12 principes de la chimie verte sur lesquels nous sommes en train de travailler au pôle éco-conception.
Donc ces 12 principes de la chimie verte peuvent être utilisés comme une checklist en quelque sorte et d'essayer de voir pour votre produit quels seraient ces principes, quels seraient les principes pertinents pour votre produit dans ces 12 principes de la chimie verte. Donc nous, on est en train de développer une note de synthèse sur cette thématique qui paraîtra courant de l'été. Ensuite, une fois que vous avez toutes les stratégies, vous allez devoir les hiérarchiser pour choisir. Donc il va falloir un peu faire un bilan versus toutes les contraintes qu'il pourrait y avoir à mettre en place ces stratégies pour hiérarchiser, planifier à court terme, moyen terme ou long terme les différentes stratégies d'éco-conception et l'éco-conception pour votre entreprise. Ensuite, donc plutôt dans cette étape, on revient un petit peu à cette histoire de compromis que j'ai évoqué au tout début, c'est-à-dire qu'on vient d'évoquer plein de stratégies d'éco-conception dans l'étape précédente. Là maintenant, on va challenger tout ce qui est gains environnementaux par rapport à toutes les autres contraintes ordinaires d'un projet de conception pour retourner un petit peu dans le vrai. Et on pourra passer, donc on va choisir les stratégies d'éco-conception et on va pouvoir passer à une évaluation environnementale comparative par rapport à la situation de référence et évaluer les gains environnementaux de ce produit en fin de processus par rapport à l'ancien produit ou à ce même produit avant le processus. Et toute cette structuration va permettre de faciliter la communication et l'information des consommateurs en fin de vie. Donc, si vous structurez bien votre démarche, vous aurez plus de chances de créer une communication qui soit la plus crédible possible et d'avoir un produit qui rencontre vraiment un succès lors de sa mise sur le marché. Et donc voilà, pour synthétiser pour ma part, les différentes clés d'une démarche d'éco-conception. Donc, c'est vraiment un premier niveau. Vous verrez qu'on pourra aller plus loin à l'avenir. Et donc, peut-être Stéphane, tu pourrais reprendre la suite et présenter un petit peu plus ce qu'il est possible de faire pour ces différentes entreprises qui sont présentes en éco-conception dans le cadre du programme. Merci Florian pour cette présentation donc, qui permet d'aborder la démarche d'éco-conception. Donc maintenant, laissez-moi effectivement vous présenter rapidement le parcours ESICEM que vient de lancer Novachim en début d'année. Donc comme je l'ai dit en début de webinaire, ESICEM, c'est une action spécifique portée par le pôle innovation de Novachim et soutenue par la région Sud Provence-Alpes-Côte d'Azur et l'ADEME en région. Donc ESICEM a pour but d'accompagner spécifiquement les entreprises de la filière chimie et matériaux et les industries aval utilisatrices de chimie dans l'intégration des démarches d'éco-conception industrielle dans leurs projets et dans le management du cycle de vie produit. Donc en tenant compte des spécificités sectorielles de la filière et du niveau de maturité des entreprises. Donc, dans le cadre d'ESICEM, Novachim propose, et ça en collaboration avec le pôle éco-conception, qui est notre partenaire expert en éco-conception, un parcours d'accompagnement des entreprises pour les faire monter en compétences et pour leur permettre d'accélérer leurs projets en éco-conception, quel que soit leur niveau de maturité. Donc, pour cela, le programme ESICEM, ce sont des actions d'animation collective de premier niveau, comme le webinaire d'aujourd'hui, pour sensibiliser les entreprises par l'organisation de webinaires, d'ateliers thématiques. C'est aussi l'accès à l'autodiagnostic que vous a présenté Florian dans sa présentation. C'est également une offre d'accompagnement individuel pour orienter et stimuler les entreprises dans leur démarche grâce à un diagnostic initial que je vous présenterai après. Et pour les entreprises plus matures, plus avancées, c'est la possibilité de les accompagner dans la construction et la réalisation de leurs projets
à travers donc des études de faisabilité, du management de projet. Enfin, nous voulons également proposer donc via SICAM une offre de formation pour le développement des compétences des équipes projet en interne. Donc voilà, notre partenaire expert, le pôle éco-conception, juste pour dire que il existe depuis 2008 et qu'il est reconnu au niveau national et international donc dans ce domaine, dans le domaine de l'éco-conception, au sein d'organisations telles que l'ADEME, le ministère de l'Environnement, l'AFNOR, l'ISO et aussi l'ONU Environnement. Slide suivante, Florian. Merci. Je passe à la slide suivante. Ouais, c'est bon, vas-y. Donc, pour vous dire que en cette année de lancement du dispositif, je vais vous présenter les prochaines actions d'animation et de formation qui sont prévues. Donc, la première, c'est pour aller plus loin. Nous allons organiser prochainement, donc, pour faire suite à ce webinaire, un atelier thématique sur le thème de réussir sa démarche d'éco-conception, sous le format, donc avec le pôle éco-conception qui est l'animateur, donc sous le format d'une demi-journée pour les entreprises qui souhaitent mieux comprendre et appréhender les concepts de l'éco-conception au travers d'outils et d'exemples pratiques. Donc je l'ai dit, l'atelier est animé par le pôle éco-conception avec l'appui de Novachim comme expert filière, donc pour la connaissance des produits et des marchés et pour la maîtrise de la réglementation notamment. Donc Florian, je ne sais pas, peut-être peux-tu nous dire 2 mots sur le principe de ces ateliers thématiques? 2 mots. 2 mots. Je viens de vous présenter la démarche d'éco-conception très brièvement. L'objectif là, ce sera d'approfondir et de dérouler toute la démarche d'éco-conception sur un cas pratique, voilà, et de voir un petit peu plus d'un point de vue outil qu'il existe, d'aller vraiment d'approfondir tout ce que je vous ai présenté aujourd'hui pour avoir une vision un peu plus claire du sujet. Ok, merci Florian. Et l'intérêt, c'est que c'est sur une demi-journée en présentiel, donc ça permet d'approfondir quand même. Donc vous pouvez vous inscrire dès maintenant si ça vous intéresse. Donc dans la présentation que j'enverrai, il y a un bouton pour s'inscrire. Et de toute façon, nous communiquerons dessus. Pour plus d'informations, vous pouvez également me contacter aux coordonnées qui sont marquées ici. En fin d'année également, nous organisons une journée de formation interentreprise à Marseille sur la thématique intégrer l'éco-conception à un système de management environnemental ISO 14001 versus 2015. Pour les entreprises qui ont un système de management environnemental ou qui veulent qui sont en cours de construction d'un système, il y a une formation. Sachez qu'il y a une formation donc prévue en fin d'année. Vous pouvez également vous inscrire dès maintenant via le site de notre organisme de formation, la FIP Méditerranée, donc au lien qui est indiqué ici. Et sachez aussi que la formation peut se faire sur demande en intra-entreprise. Dans ce cas-là, voilà, vous pouvez me contacter directement si vous voulez cette formation pour votre entreprise. La dernière information, c'est qu'on met donc accessible l'autodiagnostic Eco-Design Maturity Meter. Eco-Design Maturity Meter, pardon. Donc, vous a présenté Florian. Donc, cet autodiag est accessible via le lien ici, mais devrait être aussi accessible depuis notre site internet très prochainement. Voilà. C'est un bon moyen de s'auto-tester, auto-tester sa maturité dans un premier temps. Prochaine slide, Florian. Donc, enfin, pour les entreprises de la filière chimie matériaux et les entreprises donc, des secteurs aval utilisatrices de chimie qui veulent lancer un futur projet d'éco-conception ou qui ont des demandes marché sur l'environnement sans vraiment savoir comment y répondre, qui souhaitent tout simplement valider une stratégie d'éco-conception, une stratégie d'amélioration environnementale de produits, donc qui veulent analyser l'impact environnemental d'un produit, ou qui plus globalement donc, ont pour objectif de se saisir de la thématique environnementale pour innover. Nous proposons donc avec le pôle éco-conception la réalisation d'un diagnostic en éco-conception qui intègre les spécificités de la filière chimie et matériaux. Donc le diagnostic SICAM qui est présenté ici, il a pour objectif d'accompagner individuellement les entreprises dans une première expérimentation de l'amélioration de la performance environnementale d'un produit ou d'une gamme de produits. Donc concrètement, ce diagnostic, il offre la possibilité de faire un point complet
sur les enjeux qui sont liés au cycle de vie du produit ou sur l'ensemble des activités. Concrètement, l'objectif de ce diagnostic, c'est de sensibiliser les équipes de l'entreprise au concept de l'éco-conception des produits, et notamment donc sur l'approche de cycle de vie produit, de faire le bilan des enjeux de l'entreprise vis-à-vis d'éco-conception et de proposer une stratégie environnementale, produit, pragmatique, avec des préconisations produits. Et ce qui est intéressant dans le diagnostic proposé ici, c'est qu'il inclut une analyse du cycle de vie simplifié sur un produit de référence de l'entreprise, donc qui permettra à l'entreprise d'avoir une première évaluation quantitative sur l'impact environnemental du produit. Donc, par exemple, pour les entreprises qui souhaitent faire ensuite une demande de financement auprès de l'ADEME pour le développement d'un projet d'éco-conception, le diagnostic SICEM sera un excellent préalable. Donc, le dernier point que je veux souligner qui est important, c'est que pour les entreprises en région Provence-Alpes-Côte d'Azur, donc l'ADEME en région nous soutient et peut participer au financement du diagnostic. Et c'est une excellente transition pour laisser la parole à Anne-Marie Fruteau de Laclos de l'ADEME en région PACA, qui va nous parler de l'accompagnement de l'ADEME au projet d'éco-conception. Voilà Anne-Marie, si tu veux nous dire quelques mots. Oui. Merci. Oui, bonjour à toutes et à tous. Est-ce que je peux avoir la diapo? Voilà, super. Très bien. Vous l'avez compris, je pense que l'éco-conception, c'est vraiment un levier majeur pour l'amélioration des performances environnementales des produits et des services. C'est également donc un pilier de l'économie circulaire et c'est à ce titre que l'ADEME, depuis de nombreuses années, soutient et fait la promotion de l'éco-conception auprès des entreprises de toutes sortes et également des organisations. L'ADEME a un soutien financier qui s'adresse, qui est assez général. D'une part, elle finance les projets structurants tels que ceux portés par le pôle éco-conception, par Novachim, tel qui a été présenté lors de ce webinaire, en vue de sensibiliser, accompagner, mobiliser, faire la mesure de maturité, etc. Et également, l'ADEME soutient directement les démarches que font les entreprises pour traduire leurs soucis environnementaux de manière concrète sur leurs produits et leurs services. Le tableau que vous voyez là résume très rapidement de quelle manière est structuré notre soutien financier pour les études de diagnostic et pour les études d'accompagnement de projets qui suivent souvent les études de diagnostic. Il s'agit donc d'un soutien financier de 50 à 70% dépendamment de la taille de l'entreprise, 50 pour les grandes entreprises, 60 pour les moyennes, 70 pour les petites, et qui porte uniquement sur les coûts externes liés à l'opération, avec un plafond de ces coûts externes qui peuvent être pris en compte de 50 000 € pour un diagnostic, 100 000 € pour un accompagnement de projet. Bon, c'est confortable. Je pense que rares sont les diagnostics qui atteignent ce plafond d'assiette. Je tiens à vous dire qu'il est vraiment essentiel de se faire accompagner quand on fait de l'éco-conception. On a parfois tendance à vouloir le faire tout seul. En fait, c'est très difficile, c'est très compliqué et on peut s'y perdre. C'est compliqué de prendre du recul sur son produit, d'avoir une vision novatrice sur son produit qu'on connaît très et trop bien. Et c'est très facile d'avoir des fausses bonnes idées. Voilà. Donc, c'est vraiment très intéressant de pouvoir profiter d'un accompagnement, d'une expérience, d'un regard extérieur, d'un partage, d'un échange, d'une confrontation. Ça ne veut pas dire qu'on laisse la main à 100%. Il faut s'approprier la chose. Mais il faut vraiment profiter d'un accompagnement. D'où notre soutien qui est quand même assez important sur ces coûts externes. D'autres moyens de vous aider dans vos démarches éco-conception, ce sont les appels à projets. Une fois que vous avez fait les premiers pas, on va dire, et que vous avez un projet qui est structuré, vous pouvez le soumettre
à des appels à projets quand ils s'ouvrent. Là, je vous en ai cité 2 qui sont actuellement ouverts, éco-efficience dans l'industrie, l'agriculture et l'eau. Et un qui s'appelle Green Go et qui s'adresse plutôt au secteur de l'industrie agroalimentaire. Il y en a d'autres qui vont s'ouvrir. Il y en a un qui s'ouvre de manière récurrente en Provence-Alpes-Côte d'Azur qui s'appelle Fili Déchets, qui a un volet éco-conception. Il n'est pas ouvert pour le moment. D'ici la fin de l'année, ça devrait arriver. Vous pouvez de toute manière avoir accès à tous les appels à projets sur le site national de l'ADEME à l'onglet Appel à projets. Je passe à la diapositive suivante. Au-delà du soutien financier, qui est bien sûr très important, le soutien, l'ADEME a quand même une vocation de soutien méthodologique. Et moi, j'aurais tendance à penser que c'est le plus important. Parce que l'argent, on peut le trouver un peu partout. L'expérience, la méthodologie, les informations, eh bien, on ne les a pas partout. Et c'est bien que même si on a des centres d'expertise comme le pôle éco-conception, comme Novachim, comme il y en a bien d'autres, la mission principale de l'ADEME, c'est d'apporter de l'expertise et de la mettre à disposition. Je vous ai fait une petite liste d'éléments qui peuvent vous permettre de revenir sur ce qui a été très bien abordé aujourd'hui, soit d'une manière plus synthétique, soit d'une manière plus approfondie, au contraire, qui vous permettront de vous approprier un petit peu, d'une manière un petit peu plus souple que dans 1 heure de webinaire et de mieux profiter des accompagnements qui vous ont été signalés lors de ce webinaire. De l'information. Donc tout ça, c'est disponible sur le site de l'ADEME au niveau national. Ce sont des liens, vous pouvez y accéder à travers en cliquant juste sur les liens. Sinon, vous faites ADEME éco-conception, puis vous y arrivez d'une manière ou d'une autre. Donc, vous avez de l'information qui vous est proposée sur qu'est-ce que c'est que l'éco-conception, les 4 raisons de se lancer, ce qui a été dit, hein, la gestion des risques, la maîtrise des coûts, l'accès à de nouveaux marchés, la fédération des équipes sur un projet qui a du sens, voilà, et les enjeux et les bénéfices de manière un petit peu générale. Vous avez également accès à des études, donc de manière qui vous donnent des informations plus approfondies, et là notamment sur les bénéfices économiques et la profitabilité de l'éco-conception, dont il a été question donc par, excusez-moi, j'ai oublié votre nom, Florian, voilà, désolé. C'est cette étude de 2014 en collaboration France-Québec avec le pôle éco-conception. Donc là, vous avez vraiment des éléments chiffrés qui peuvent soit vous donner des réponses, soit peut-être vous amener des questions supplémentaires qui vont nourrir votre démarche. Il y a également disponible sur le site de l'ADEME le guide de l'éco-innovation qui date un peu, mais qui est quand même, comme les études, bien d'actualité et très, très utilisable. C'est un guide qui revient sur ce que vous a présenté Florian, avec comment utiliser la CV, comment communiquer, comment intégrer la dimension éco-conception sans surcoût. Voilà, donc c'est vraiment une manière, une méthode pratique avec des explications, des retours d'expérience, des fiches outils, voilà, du concret. Et il y a un PDF avec des extraits de ce guide qui est donc disponible gratuitement sur le site. Et c'est intéressant parce que le guide, en fait, lui, il est payant. Il coûte 20 €, autour de 20 € en numérique et autour de 30 € en papier. Et le fait d'avoir ce PDF à disposition vous permet quand même de bouquiner un petit peu, de regarder si vraiment c'est adapté à ce que vous souhaitez ou pas avant de faire l'acte d'achat de ce guide. Voilà. Il y a également des clips vidéo sur le site. Ça, c'est intéressant, vous le savez, vous l'avez certainement pratiqué, avoir des témoignages d'entreprises qui ont vécu ce que vous vous demandez si vous voulez le vivre ou pas, qui vous parlent vraiment de la manière
dont vous avez l'habitude qu'on vous parle, parce que les institutionnels comme nous, parfois, on a des langages parfois décalés ou qui ne vous touchent pas. Là, c'est vraiment de pair à pair et c'est toujours très intéressant. Voilà. Très rapidement, il y a bien sûr bien d'autres choses sur le site de l'ADEME. Et puis, de toute manière, vous avez mon contact en région qui est marqué là. Et je reste à votre disposition. Au-delà des questions que vous serez susceptible de vous poser et de poser aujourd'hui, je reste à votre disposition, bien entendu. Je vous remercie. Merci à vous. Peut-être Stéphane, tu reprends pour la Oui. partie questions. Où est-ce que je propose? Donc voilà, maintenant le webinaire arrive vers son terme. Peut-être pendant sur 10 minutes, un quart d'heure, on avait dit de reprendre quelques questions. Alors moi, ce que je propose, c'est de commencer par les questions qui ont été posées, de répondre aux questions qui ont été posées via le chat. Donc la première d'Astrid Forger qui demande donc la réduction des coûts de matières premières peut aussi être cherchée en recourant à des fournisseurs étrangers plus lointains, d'Asie du Sud-Est par exemple. Vous dites que donc là, est-ce que la réduction des coûts de matières premières, est-ce que c'est vrai, il y a vraiment un lien direct entre cette réduction des coûts de matières premières et les impacts environnementaux? Voilà, comment est-ce que c'est la question en fait. Effectivement, moi, quand je parlais de réduction de coûts de matières premières, c'était plutôt réduction de matière. Donc, du coup, on réduit les coûts. On intègre de la matière recyclée ou autre. Mais c'est vrai que pour réduire vos coûts de matières premières, vous pouvez être amené à les produire à l'étranger et vous pouvez, lorsque vous posez la question, vous pouvez évaluer ça avec des logiciels d'évaluation environnementale pour voir s'il y a une réelle différence entre produire à l'étranger et produire en France. Ça peut être quantifié d'un point de vue environnemental, ça aussi, lorsqu'on va à l'étranger. Moi, lorsque je parlais de coûts, c'était vraiment réduction de matière, optimisation de process de fabrication. De manière générale, ça réduit les coûts liés à la fabrication des produits. D'accord. Tu parlais des coûts environnementaux, coûts anthropiques. Okay. Et autre question, en quoi, alors, en revenir sur le cas LUMEC, en quoi consiste l'amélioration du cas LUMEC? Est-ce que tu peux revenir un peu sur ce cas-là et dire Effectivement. Ouais, je veux bien. Et effectivement, vous venez de me poser la question et je me suis rendu compte que je l'ai pas tellement expliqué. L'entreprise avait un ancien lampadaire qui éclairait le ciel et donc cette association est passée chez tous ses clients pour faire une mauvaise publicité au produit et donc du coup ils ont développé un lampadaire plus respectueux qui n'avait pas cet éclairage, qui avait un éclairage optimisé au niveau du sol et qui n'avait plus cet éclairage du ciel, on va dire. Et donc, ils se sont rapprochés, ils ont travaillé en collaboration avec cette association et ils ont fait breveter leur innovation dans ce sens-là. Donc voilà, c'est ça vraiment l'amélioration, c'est plus d'éclairage du ciel nocturne. Donc c'est de l'environnement aussi. Donc à balancer, à contrebalancer avec les matières, avoir une vision cycle de vie. Mais voilà, c'est un exemple pris comme ça à côté pour illustrer comment on peut travailler avec les parties prenantes. Et c'est surtout ça l'intérêt de cet exemple, c'est que quelque chose qui pourrait être vu négativement peut être aussi vu comme une opportunité de collaboration. D'accord. Alors, une autre question, peut-être pour préciser, là, on a parlé donc de nouveaux produits, de nouveaux procédés éco-conçus. Est-ce que l'approche et les aides peuvent s'appliquer à des produits et procédés existants? Donc, je pense là, ça doit être lié au niveau est-ce que l'approche d'éco-conception peut être sur de l'éco-reconception comme de l'éco-innovation pour des nouveaux produits? De manière générale, pour replacer un petit peu le sujet, la question, si j'ai bien compris, c'est est-ce qu'on peut parler d'éco-conception lorsqu'on part d'un produit existant?
Est-ce qu'on peut appliquer les mêmes démarches? Et est-ce qu'on peut avoir les aides pour que ce soit de l'éco-reconception sur des produits et procédés existants ou de l'éco-innovation? Voilà. Est-ce qu'on peut utiliser la même approche, la même démarche? Éco-conception ou éco-innovation n'aura pas forcément de rapport avec un produit existant ou pas de produit existant. De manière générale, lorsque vous faites de l'éco-conception ou de l'éco-innovation, du moment que vous voulez améliorer vos impacts environnementaux, il va falloir trouver une référence de comparaison. Il existe quasiment aucun produit qu'on ne peut pas comparer et on se base toujours à une référence de comparaison. Et donc, il va falloir en trouver une et appliquer cette démarche, comme je vous l'ai dit, pour partir vers un produit vraiment novateur, peut-être un produit dématérialisé, peut-être qu'on va rester sur un produit globalement identique, on va juste optimiser les quantités de matière. On pourrait aller plus loin sur les niveaux, mais dans tous les cas, il va falloir se comparer et structurer la démarche comme je vous l'ai présenté. D'accord. Et pour les... Oui. Oui, pour les aides, j'allais dire peut-être c'est peut-être là où tu voulais intervenir. Oui, c'est ça. Et puis aussi sur le principe, c'est-à-dire que l'éco-conception, c'est une manière de réfléchir. Et ça permet d'améliorer un produit existant ou un service existant en repensant sur la base de l'analyse du cycle de vie ou des impacts qu'on a perçus, des manières de réduire ces impacts-là. Et ça peut amener à une innovation qu'on appelle de rupture, qui change complètement la nature du produit, qui fait en sorte que c'est un nouveau produit, mais qui répond à la même fonction et qui répond aux mêmes usages. Et puis, ça peut être l'éco-conception, ça peut être aussi lorsque on imagine un produit qui n'existe pas et qu'on veut, dès le départ, qu'il impacte le moins possible l'environnement et on l'éco-conçoit dès le départ. Donc, les deux cas sont possibles et dans les deux cas, les aides sont là pour accompagner le travail d'éco-conception d'un produit existant pour réduire ses impacts environnementaux ou pour concevoir un produit qui n'existe pas, ça peut arriver, ça arrive d'ailleurs très souvent, on n'en a pas vraiment beaucoup conscience, mais il y a beaucoup de nouveaux produits et concevoir dès le départ la manière de le fabriquer, de l'utiliser et de traiter sa fin de vie d'une manière éco-conçue peut aussi bénéficier, au même titre que le reste, des aides à l'accompagnement. Voilà. D'accord. Bah, Anne-Marie, puisqu'on est sur les aides, une question c'est est-ce que le projet Gringo va être conduit pour l'année 2021? Aucune idée. On n'a pas de visibilité d'une année sur l'autre. Là, je vois que j'ai vu qu'il était clos a priori en juillet prochain. La seule chose qui risque de se passer, c'est qu'il soit prolongé à cause de l'épisode Covid qui a quand même pas mal donné une claque à l'émergence des projets. Pour dire les choses clairement. Mais donc ça, peut-être, il faut être vigilant sur cette date-là. Pour l'an prochain, je ne peux pas vous dire. Nous n'avons pas de visibilité. Ça dépend des budgets, des orientations, des priorités. Et je n'ai pas la visibilité là-dessus. D'accord. Oui, alors il y avait une question. Alors, il y avait une question liée à l'actualité d'aujourd'hui. Est-ce qu'avec l'actualité d'aujourd'hui, l'éco-conception reste une préoccupation pour les entreprises? Donc, c'était une question assez ouverte. Je ne sais pas si on peut y répondre directement, mais moi, je pense. Moi, je peux faire un petit retour. Ouais. Oui, je peux faire un petit retour parce qu'hier, j'étais en train d'échanger avec des entreprises très actives en éco-conception en Auvergne-Rhône-Alpes. Et justement, on a posé cette question. Clairement, en tout cas dans les grosses entreprises avec lesquelles j'ai échangé, il y a eu des coupes budgétaires de fait de partout, et pas particulièrement dans l'environnement. L'environnement est resté quand même un des piliers et va continuer d'être travaillé à l'avenir.
Donc, il y a eu des restrictions budgétaires, mais pas que pour l'environnement, c'est pour tout de manière générale, selon les premiers retours que j'ai. Et l'éco-conception va continuer, et on va continuer d'aller dans cette direction. Alors, je peux peut-être compléter. Effectivement, on a bien conscience que les entreprises ont comme premier objectif de survivre. Et l'enjeu, c'est d'être présent, que les institutions soient présentes pour, comment dire, vraiment attraper cette opportunité de mettre l'éco-conception, mais pas que l'éco-conception, l'environnement, on va dire, hein, et là on parle d'éco-conception, l'éco-conception comme un moyen de refaire surface avec les meilleurs atouts en main et pas recommencer comme avant. Et du coup, le plan de relance des entreprises, du secteur économique en général, qui est réfléchi au niveau des ministères, comprend dans ces termes l'éco-conception. Nous, à l'ADEME, nous devrions avoir des capacités d'accompagnement supplémentaires dans le cadre du plan de relance. Pas uniquement pour l'éco-conception, mais pour tout ce qui, à travers l'environnement, permet aux entreprises de refaire de redémarrer avec des coûts de structure et de fonctionnement réduits. Voilà. Donc, il me semble que même si c'est pas intuitif, même si on a l'impression que l'éco-conception, c'est un truc, ok, on verra plus tard, prenons d'abord un peu d'oxygène, puis on verra après. Oui, mais pas trop tard après quand même, parce que c'est au moment où on a besoin d'oxygène qu'on a besoin de tous les outils qui permettent de mieux respirer. Merci Anne-Marie. Donc une question, bon, la démarche d'éco-conception s'applique-t-elle aux services ou seulement aux produits? Alors là, moi je peux. Moi, oui. J'ai aussi un complément si tu veux. Ah oui. Oui, c'est en fait oui. Quand j'ai dit produit au début, ça sous-entend produit et service. Ouais. Par contre, il est vrai aussi que le service est beaucoup moins documenté. Ah, allô, Florian, ça a coupé. Donc tu voulais dire, je ne sais pas si on va retrouver que l'éco-conception des services est beaucoup moins documentée que l'éco-conception des produits, c'est ce que j'ai cru comprendre. Oui, parce qu'en fait, à l'origine, on s'est vraiment préoccupé des produits manufacturés qui représentent énormément de poids dans l'impact environnemental de notre société. Mais les services, comme disait Florian, même s'ils sont moins documentés, ont toutes les raisons de faire l'objet d'éco-conception. Parce que si vous regardez par exemple un service de nettoyage de vitres, vous avez du transport, vous avez des produits chimiques, vous avez du matériel. Donc, il y a matière à éco-concevoir. Voilà. Mais Florian est revenu, j'ai l'impression. Super. Oui, j'ai eu un souci. J'étais passé par mon téléphone et il s'est arrêté. Pas de problème. Donc, je suis repassé par mon ordinateur. Donc, je ne sais pas si. Ouais. Je sais pas si tu as Juste entendu. pour dire, nous, on est vraiment sur le sujet en ce moment et le service, on est en train de décrire le cycle de vie service. Et qu'est-ce que pourrait vouloir dire l'éco-conception dans le service? Parce qu'il y a cette partie matière, mais on ne parlera pas que de matière dans le service. Il y aura des données, ça sera plus compliqué à les mesurer parfois. Et donc, nous, on est en train de se saisir du sujet au pôle éco-conception. D'accord. Donc, alors, je sais, on a un petit peu débordé sur l'horaire. Je peux peut-être prendre encore 2 ou 3 questions. Ouais. Donc, il y a une question qui demande comment puis-je valider et certifier auprès de mes clients les gains de mon éco-conception sans pour autant dépenser des sommes importantes en ACV et revues critiques? Tout dépend du produit. Les réponses sont très larges, hein. Très, très larges. Tout dépend du produit. S'il existe un écolabel dédié, ça peut être intéressant. S'il existe des éco-profils dédiés, ça peut être intéressant, mais les coûts peuvent être aussi importants.
S'il existe, donc j'ai dit écolabel, écoprofil, s'il existe un affichage environnemental, ça peut être intéressant aussi, mais pareil à voir vis-à-vis des coûts à engager. Et je crois que l'ADEME finance un petit peu ces coûts. Et sinon, il restera comme dernier type de communication, donc l'autodéclaration, qui à première vue peut paraître non pertinente, mais que vous pourriez documenter de preuves techniques crédibles, tangibles, comme des rapports de test, des notes de calcul ou certains éléments. Donc, vous avez un petit peu tous ces types de communication pour certifier. D'accord. Juste une Oui. petite précision sur les écolabels, le financement des écolabels par l'ADEME. L'ADEME finance la démarche d'obtention de l'écolabel, mais pas le coût d'obtention de l'écolabel, d'accord? Le coût de certification, on va dire. Donc, on accompagne la démarche, c'est dans le cadre de ce que dans le tableau, l'accompagnement de projet. Mais après, le coût de la certification est à la charge de l'entreprise. D'accord. Donc, il reste il reste allez, 5 petites minutes. On va reprendre une ou deux questions. Une question sur, alors qui est plus ouverte, mais si on peut y répondre rapidement, sur quel est l'apport sociétal de l'éco-conception. Je sais pas si Wow. il y a moyen. Voilà, c'est assez ouvert. Je sais pas si on peut y répondre rapidement. C'est C'est une super question. Hein. ouais, C'est une de question. On peut y répondre rapidement, Oui. mais avec beaucoup de réflexion à suivre. Pour moi, c'est le début. L'éco-conception, c'est le début d'une réflexion sur son impact au sens large de son produit, de son entreprise, de son activité au sein de la société. Ça se termine souvent par une réflexion sur la responsabilité sociétale de l'entreprise. Donc, ça élargit le spectre. Parce que, on l'a vu dans le webinaire, l'éco-conception, on ne peut pas, je disais qu'on ne pouvait pas le faire tout seul, mais on est obligé de réfléchir avec les tenants et les aboutissants de son produit ou de son service et avec les entités actrices de l'amont et de l'aval, les clients, les fournisseurs, voilà, tout l'environnement lié au produit. On a une réflexion qui se mène là-dessus quand on fait l'éco-conception pour pas se planter, dire les choses vite. Et du coup, on amène un lien, hein, on a un lien social qui transparaît dans cette réflexion produit. Et quand on a cette réflexion d'éco-conception en tant qu'entreprise, finalement, ça veut dire qu'au fond, on réfléchit à son rôle d'entreprise au sein de la société. Qu'est-ce que je fais là? Pourquoi je fais ce produit? Pourquoi je le fais comme ça? Pourquoi je ne le fais pas comme ça? Et du coup, oui, pour moi, il y a clairement un impact sociétal à l'éco-conception qui est énorme et qui est un vecteur de responsabilité sociétale de l'entreprise dans le tissu économique et territorial dans lequel elle s'inscrit et dans lequel elle vit et qu'elle fait vivre. Voilà. d'accord. Merci Anne-Marie. Pour compléter en 2 secondes, en 2 mots, il y a des études sur les des études sur les faut que je retrouve mon mot qui mettent je retrouve pas mon mot, mais je vais vous expliquer, qui mettent en avant. Donc c'est l'étude Eticity proposée par Greenflex qui met en avant que les clients, que les consommateurs ont une défiance envers les entreprises, et derrière ça il y a un manque d'informations sur les conditions de fabrication des produits. Et donc l'éco-conception, si elle est structurée, si elle est méthodologique comme je vous l'ai présenté, va participer à la création d'un argumentaire le plus crédible et le plus construit possible. Et donc, comme le disait, et j'ai oublié votre prénom Anne-Marie. aussi. Anne-Marie. Anne-Marie. Comme le disait Anne-Marie, ça va rajouter du lien avec le consommateur et on va lui créer une communication plus transparente
Et donc, ça va favoriser les liens entre consommateurs et fabricants. D'accord. Bah, du coup, je pose une dernière question. Alors, j'espère que je l'ai bien comprise, pardon. Est-ce que dans les études d'évaluation peuvent entrer une analyse sensorielle du produit? Alors, si je comprends bien, c'est la perception qu'ont les clients ou les utilisateurs finaux du produit, donc une éventuelle simplification le risque d'une éventuelle simplification du produit, d'une dégradation à sa perception. Est-ce que les études de perception produit rentrent dans les études d'évaluation d'amélioration environnementaux des produits? C'est ça, si j'ai compris. Il rentre dans la partie compromis. D'accord. Et il rentre dans la partie compromis. Quand on va faire de l'évaluation environnementale, on va parler environnement seulement. Mais par contre, comme je vous l'ai dit, il va falloir contrebalancer tous ces arguments environnementaux et tout ce travail d'éco-conception par rapport aux autres contraintes. Et la perception du client ne sera pas du tout négligeable. Il va falloir s'en préoccuper. Donc, une fois qu'on a réfléchi, ou même en amont, il sera intéressant de se poser la question pour challenger ce que vous souhaitez faire d'un point de vue éco-conception par rapport aux perceptions des clients, par rapport à tout ce qui est sensoriel, par exemple. D'accord. Donc, ça sera complémentaire. Je peux compléter au niveau financement. Oui. Le soutien financier de l'ADEME comprend aussi l'étude de marché. Et l'étude de marché, c'est aussi ce retour sensoriel, ce retour client. Pourquoi c'est important? C'est parce que ça ne sert absolument à rien que une entreprise se lance dans l'éco-conception de quelque chose et que l'argent public s'implique dans ce travail-là si il n'y a pas de marché derrière, si il y a un problème de marché derrière. C'est pour tout le monde du perdant-perdant. Donc, il faut qu'il y ait une étude de marché préalable et une évaluation de marché au même titre qu'une évaluation environnementale. Parce qu'un bon produit est un bon produit environnemental, mais un bon produit environnemental qui prend sa place sur le marché et qui ne reste pas dans un placard enfermé parce qu'il n'est pas vendu. Donc, à ce titre-là, l'ADEME finance ou cofinance si la région aussi intervient, mais l'ADEME finance les études de marché et les évaluations de marché associées à une démarche éco-conception de produits ou de services. Voilà. D'accord. Voilà, je prends une dernière question très rapide parce que elle est très rapide à répondre, je pense. Est-ce que les prestations d'éco-conception sont éligibles au crédit d'impôt innovation et crédit d'impôt recherche? Je sais pas si moi, ce que je peux répondre, c'est qu'à partir du moment où voilà, on travaille sur un produit innovant, on peut bénéficier du CII, donc la prestation d'éco-conception. Pour moi, peut être éligible au crédit impôt innovation. Je ne sais pas ce que en pense Anne-Marie. Alors oui, ça dépend du niveau d'innovation. Voilà, par contre, là, je suis pas capable de dire les choses précisément. Moi, on peut répondre. Est-ce qu'il y a un moyen de donner une réponse après coup? Oui, voilà. Est-ce que je peux me renseigner et puis donner la réponse? Parce que c'est important, ça. Je veux bien. Moi, tout ce que je dirais, c'est que ça dépend du niveau d'innovation de la prestation. Le CIR, faut vraiment que ce soit quelque chose qui n'existe pas encore dans l'état de l'art. Il doit lever des incertitudes. Alors, c'est plus compliqué. Le crédit impôt innovation, ce doit être un produit qui apporte des fonctions nouvelles. Donc, pour moi, l'éco-conception pourrait être éligible. Alors voilà, peut-être que ça sera. C'est la réponse que je peux donner sur le CII. Ouais, c'est plutôt au niveau des investissements quand même, ça. Alors, c'est de l'investissement. Ça peut être si la structure qui fait une prestation d'éco-conception est agréée à l'agrément pour le CII et que la prestation, on démontre que ça permet d'apporter une fonction qui n'existe pas au produit. Pour le crédit d'impôt innovation, pour moi, ça peut-être rentrer. Voilà. CIR, c'est plus dur pour moi, mais voilà. Je m'avancerai pas plus sur cette réponse. Alors, si tu as plus d'infos, Anne-Marie, je veux bien que tu me les transmettes, je les transmettrai à la personne. Oui, je ferai ça. Voilà.
Ben, merci beaucoup. Voilà, il y avait un dernier point sur l'éco-conception numérique, mais là, j'invite la personne qui a quitté la réunion. C'est moins l'objet du webinaire. Donc, le webinaire arrive à son terme. Merci encore à tous d'y avoir participé. Merci aux intervenants d'avoir répondu aux questions. Voilà, nous espérons vous retrouver à l'occasion de prochaines animations, dans le cadre des STICM ou d'autres. Et moi, pour ma part, je vous souhaite une bonne journée à tous. Merci à vous également et bonne journée. tout le monde. Merci, au revoir. Merci, au revoir, bonne journée. Au revoir, merci.